Si vous vous demandez pourquoi il existe des dizaines de mèches différentes juste pour faire un trou dans le bois, si parfois vos trous sont pas propres du tout, ou si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai passé une journée complète à lire des brevets chinois pour savoir à quoi servait ce trou sur les mèches plates, eh bien bonne nouvelle, vous allez avoir toutes ces réponses et même plus dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va prendre le temps de plonger dans les détails et les subtilités qu'on nous explique jamais pour comprendre l'impact de chaque détail d'une mèche quand on fait un trou. Pour faire cette vidéo, j'ai été chez Weldom avec qui je travaille depuis plusieurs années et j'ai acheté plein de mèches à bois différentes pour bien pouvoir les analyser, les comprendre. Et j'ai également emprunté à un ami des mèches énormes, celle-ci fait 40 mm de diamètre. Alors elles ne sont pas faites pour le bois, mais elles vont me permettre de vous montrer des petits détails qu'on ne verrait pas sur les plus petites mèches. Une mèche, ça permet de créer un trou dans un objet en retirant de la matière. Alors jusque là, j'espère que je vous apprends rien. Mais quand on le dit de cette façon, eh bien on comprend tout de suite que la mèche qu'on va utiliser devra être vraiment adaptée à la matière de l'objet qu'on veut percer si on veut pouvoir vraiment arracher cette matière de la façon la plus optimisée possible. Pour retirer de la matière, l'extrémité de la mèche est affûtée et en tournant par petites passes successives, eh bien elle va venir soulever et retirer de la matière. Alors en fait, c'est assez proche de ce que je peux faire avec un ciseau à bois. Je pénètre légèrement sous la matière. Et en avançant, eh bien, on voit que ça arrache de la matière et ça va créer des petits copeaux. Comme la mèche tourne très rapidement, eh bien, c'est la succession de ces petits copeaux arrachés qui vont petit à petit former le trou qu'on veut créer. Sur la mèche, c'est les lèvres qui ont ce rôle-là. Souvent, on en trouve deux, comme ici, une là et une ici. Si je fais un trou avec ce type de mèche dans ce morceau de bois, eh bien, voilà ce qui se passe. Alors j'obtiens des trous, il n'y a pas de souci, mais en fait, si on regarde bien, ils ne sont pas propres du tout. Il y a plein de petites fibres de chaque côté qui se relèvent, et donc le trou n'est pas parfaitement circulaire. Alors, c'est pas forcément grave si c'est un endroit qui ne se voit pas, mais si c'est des trous qui seront visibles dans le temps et qu'on aime le travail de qualité, eh bien ce type de mèche basique n'est pas suffisante. Il faut opter pour une mèche spécifique pour le bois qui dispose de plusieurs particularités. On voit que sur cette mèche, les deux lèvres qui coupent, elles ont un angle ici qui s'appelle l'angle de pointe. Mais si je prends maintenant une mèche spécifique pour le bois, eh bien on voit que la géométrie est différente. Cette fois-ci, on va avoir une pointe très prononcée au milieu. Et si on regarde bien de face aussi, on a des pointes de chaque côté. Et c'est pour ça que très souvent, on va les trouver sous l'appellation forêt 3 pointes. Une pointe au milieu, deux sur les extrémités. La pointe du milieu, elle sert à se centrer de façon précise. En fait, comme le bois, c'est un matériau qui est plutôt tendre, eh bien, on va pouvoir enfoncer la pointe pile à l'endroit où on veut faire un trou. Et voilà, même à la main, j'y arrive. D'ailleurs, elle tient. Et ça va permettre au moment de percer d'éviter que la mèche ne se déplace. Et on voit bien qu'avec mon premier forêt basique, qui n'est pas un 3 pointes, si je me mets, j'ai beau appuyer, ça ne tient pas. Et puis si je me déplace, parce qu'au moment de percer, je bouge un petit peu, je tremble, eh bien on voit que je ne reste pas accroché. Alors que là, je reste bien accroché, je suis sûr d'être bien centré là où je veux faire mon trou. Sur l'extérieur, les deux autres pointes, elles ont un rôle complètement différent. Et pour comprendre leur utilité, il faut qu'on fasse un petit détour pour comprendre la structure du bois au niveau cellulaire. Le bois, c'est constitué de plein de fibres de quelques millimètres, composées essentiellement de cellulose. En gros, ça ressemble à un petit tube. Ces fibres, elles sont collées entre elles par une sorte de colle produite par l'arbre qui s'appelle la lignine. Et dans un arbre, les fibres, elles sont toutes dans le même sens. C'est ce qu'on appelle le sens du fil du bois. Donc ici, là, on voit très bien les cernes de l'arbre. Chaque cerne, c'est une année de croissance. Donc là, mon arbre, il grossit comme ça, et les fibres sont dans ce sens-là. Si on zoome sur ce morceau de bois, eh bien on va retrouver cette structure, plein de petits tubes de quelques millimètres collés entre eux par la ligne. Et ce qui se passe quand on fait un trou, eh bien c'est que la mèche elle va venir arracher la matière, exercer une force sur les fibres. Mais les fibres elles vont pas casser net à l'endroit où on fait le trou. Tout simplement parce que les fibres elles sont plus solides que la colle qui les maintient ensemble. Si je tire fort pour retirer une fibre, eh bien c'est la fibre tout entière de quelques millimètres qui s'arrache. Et forcément, quand on perce avec un forêt pas spécifique pour le bois, eh bien on se retrouve avec un trou qui n'est pas parfaitement net, puisque les fibres en périphérie ont été retirées entièrement. Donc zoomer très fort, ça ressemble à ça. C'est pas parfaitement circulaire, c'est à peu près circulaire, mais plus ou moins une longueur de fibre. Et d'ailleurs, on peut l'illustrer assez facilement. Si je trace un trait ici qui sera la limite, donc d'un côté, je veux que les fibres soient arrachées parce que c'est mon trou, de l'autre, je veux que les fibres ne soient pas arrachées. Donc là, j'ai juste tracé, j'essaye voir ce que ça donne. Même en essayant d'être le plus précis et minutieux possible, eh bien, je ne peux pas juste enlever d'un côté les fibres, tout est collé. Alors attention quand même, là, c'est pas juste une fibre qu'on voit, c'est plutôt un amas de plusieurs fibres, mais le principe est le même en fait, comme les fibres sont collées ensemble
et que c'est la colle à certains endroits qui va casser en premier, quand on tire sur une fibre, eh bien ça emmène les autres à côté et ça va venir céder au niveau d'un raccord de fibre, mais pas forcément pile poil sur notre trait. Et maintenant on comprend l'intérêt du forêt 3 pointes, parce qu'en fait le but des pointes situées aux extrémités, eh c'est justement de découper proprement les fibres et d'éviter qu'elles s'arrachent sur toute leur longueur. Alors souvent ces 2 pointes on va les appeler des traceurs. Et donc si je reviens sur ma petite maquette là, cette fois-ci la différence c'est que je vais faire comme sur la mèche 3 points, je ne vais pas directement arracher la matière, mais je vais déjà me servir des éperons pour découper les fibres et pas les arracher. Et donc moi à cette échelle, je vais faire ça avec un cutter tout simplement. Et maintenant même outil, même technique avec le ciseau à bois. Et là, c'est très net, il n'y a aucune fibre qui est arrachée de l'autre côté de mon trait, parce que comme j'ai déjà coupé au cutter, eh bien ça s'arrache maximum jusqu'à mon trait de cutter. Avec ce type de forêt, on a donc 3 étapes qui se font dans un ordre précis. Tout d'abord, il y a la pointe centrale qui se pointe dans les fibres, et ensuite, c'est les traceurs qui vont commencer de découper le bord du trou, et seulement après, les couteaux, les lèvres, vont venir arracher les copeaux. La différence est flagrante, ça n'a rien à voir du tout sur la propreté du trou. Mais par contre, si on regarde en dessous, eh bien on voit que cette fois, derrière, les trous sont aussi propres l'un que l'autre, voire c'est un petit peu plus sale sur la mèche 3 points. Alors pourquoi il y a ce phénomène? Normalement, vu que les pointes sont en avance sur les lèvres, peu importe l'endroit où on se trouve dans le morceau de bois, on va déjà couper et ensuite arracher. Le problème, c'est que comme on appuie avec une certaine force sur la perceuse, eh bien, le risque, c'est que quand on arrive au bout, les fibres qui sont dans le vide, elles n'ont pas le temps de se faire couper, elles se font appuyer et donc pousser, elles vont s'écarter et donc elles s'arrachent avant d'être coupées. Alors pour éviter ça, on peut réduire la pression qu'on exerce quand on arrive au bout du trou, mais c'est pas toujours évident de bien le sentir et de bien doser la force, et puis parfois c'est même pas suffisant. L'autre solution très efficace, c'est de bloquer les fibres en position pour qu'elles ne puissent pas être poussées et qu'elles se fassent correctement couper par les traceurs. Et en fait, c'est vraiment plutôt simple à faire puisqu'on a juste à utiliser une chute de bois martyr qu'on va placer en dessous. Et donc comme ça, notre dernière fine couche de fibres, maintenant elle n'est plus dans le vide, elle est maintenue par le morceau de bois martyr qui est placé en dessous. Et donc ce qui est vraiment important, c'est d'exercer une pression assez forte sur notre morceau de bois pour être sûr que quand on débouche, eh bien, ça ne vient pas tout soulever et arracher quand même les fibres. Les conditions idéales, c'est vraiment avec un serre-joint qui va maintenir les 2 pièces ensemble. Ce problème des fibres arrachées, il est beaucoup plus présent dans les bois tendres comme le résineux. Et en creusant pour comprendre pourquoi, eh bien, j'ai découvert plein de choses fascinantes. Si le bois il est dur ou tendre, eh bien, ça cause une différence fondamentale au niveau cellulaire de l'arbre. Et même si d'aspect, ce morceau en hêtre, il ressemble quand même pas mal à ce morceau de Douglas, que les deux ont poussé dans une forêt, eh bien, leur structure interne, elle est complètement différente. Les bois tendres, comme le sapin ou le Douglas, ils sont constitués de fibres qui en fait sont pas vraiment des fibres, contrairement à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. En fait, le terme exact c'est trachéide. En gros, c'est un tuyau qui transporte la sève dans l'arbre. Donc dans un morceau de bois résineux, on a plein de petits tuyaux creux. C'est la maquette que je vous ai montrée tout à l'heure, ces petits tuyaux creux qui sont imbriqués et collés ensemble grâce à la ligne. Ces trachéides, elles représentent 90% du volume du bois et elles sont relativement grosses, entre 2 et 5 mm pour un diamètre de 30 à 50 microns. Mais comme je vous disais plus tôt, ces trachéides, elles sont collées entre elles avec la ligne qui est plus fragile que la trachéide en elle-même. Donc si on tire sur une trachéide, elle s'arrache en entier. Mais là où ça va être encore pire avec le bois tendre, c'est à cause de la forme des trachéides. En fait, si on regarde bien, c'est pas juste des petits tuyaux, c'est des petits tuyaux biseautés. Et qu'est-ce qui se passe si j'essaye de soulever un tuyau biseauté? Eh bien, il y a le voisin biseauté qui va se soulever aussi. Et donc, dans le cas du bois tendre, ça veut dire quoi? Non seulement arracher plein de fibres, mais aussi en soulever plein, et ça va accentuer le problème de trous pas nets du tout. A l'inverse, la structure des bois durs, comme les feuillus, elle est composée de fibres. Et en fait, ces fibres, c'est pas des tuyaux, c'est juste une cellule qui sert à supporter le poids de l'arbre et avoir un truc solide. Et même si on est aussi sur une petite forme de tuyau, eh bien, cette fois, la sève, elle ne circule pas dedans. La sève, elle va circuler dans d'autres endroits de l'arbre. Et contrairement aux trachéides, ces fibres, elles sont beaucoup plus petites, entre 0,5 et 2 mm, et environ 10 à 30 microns de diamètre. Comme les fibres elles sont plus petites, ça veut dire que même si elles s'arrachent en entier, eh bien ça reste beaucoup moins visible. Et puis leur forme est beaucoup moins biseautée, donc cette fois quand il y a une fibre qui est arrachée, eh bien ça n'entraîne pas en plus sa voisine. Et pour que vous puissiez visualiser la différence de taille,
Ici, on a à l'échelle une trachéide et ici une fibre. Donc on voit que quand on arrache une trachéide, ça fait vraiment beaucoup de matière comparé à juste une petite fibre des bois durs. Je vous ai parlé du bois dur et du bois tendre dans la version brute, mais ce n'est pas du tout le seul type de bois qui existe. On va retrouver du contreplaqué, de l'aggloméré, du médium, de l'OSB. En fait, tout ça, c'est des bois reconstitués. Ça veut dire qu'on va prendre des parties issues d'arbres qu'on va coller ensemble pour créer un nouveau matériau. Par exemple, l'OSB, c'est des petites plaquettes de bois qui sont collées ensemble et compressées. D'ailleurs, on voit encore assez bien la délimitation des différentes petites plaquettes. Et le MDF, par exemple, c'est seulement des fibres qui sont collées et pressées ensemble. Mais ces matériaux-là, ils n'ont plus les caractéristiques initiales du bois parce qu'ils ont subi des transformations. On a ajouté des produits comme des colles et de la résine. Donc forcément, ça va modifier la façon dont ils vont réagir au moment du perçage. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous préparer une vidéo sur tous les panneaux de bois qui existent, comment ils sont fabriqués, ce que ça change au niveau atomique, au niveau cellulaire, et donc l'intérêt de chacun d'entre eux. Je fais une petite pause dans nos histoires de mèches pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Handbot, qui propose des robots tondeuses. Alors très honnêtement, ça fait des années que je dis que les robots tondeuses c'est gadget, mais ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs. Et finalement, il faut avouer que ça marche vraiment bien. Je suis particulièrement convaincu par le modèle M9 de Handbot qui peut tondre jusqu'à 1000 m². La mise en route est super rapide, il suffit de poser la station de recharge au sol et de planter l'antenne. Ensuite, on branche le câble d'alimentation sur une prise et c'est déjà opérationnel. Grâce à l'application mobile, on va délimiter les zones à tondre en déplaçant le robot tondeuse comme une voiture téléguidée. Et moins de 20 minutes après l'ouverture du carton, il peut déjà attaquer la tonte. Alors le robot crée un chemin optimisé et il tond la pelouse, bande par bande, avec une trajectoire en U, en arrivant à être précis au centimètre. Depuis l'application, on peut définir des zones d'exclusion et diviser le terrain en plusieurs zones avec des réglages différents comme la hauteur de coupe. Une partie du terrain a une grosse pente de plus de 25%, mais ça lui pose aucun problème puisqu'il est capable de travailler sur des pentes jusqu'à 45%. Il est capable de détecter et éviter les obstacles grâce à ses deux caméras, donc c'est parfait si on a des chiens ou des enfants qui laissent traîner des choses. Il peut détecter les animaux, même les plus petits comme les poules, les lapins ou les hérissons. Et c'est aussi grâce à cette double caméra qu'il est capable d'éviter les arbres sans avoir besoin de configurer des zones interdites. Le résultat est nickel comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Il fait pas de bruit, il est capable de tondre même quand il fait nuit et il gère tout seul le retour à la station quand il a besoin de se recharger. Je l'ai programmé pour passer 2 fois par semaine et honnêtement je finis par l'oublier vu qu'il se débrouille tout seul pour tout. Vous le savez peut-être mais je suis un amoureux des espaces sauvages, j'ai plus de 3000 m² chez moi que je laisse pousser en prairie pour la biodiversité. Mais il faut avouer que c'est quand même super agréable d'avoir un espace autour de la maison qui est toujours bien tondu pour jouer, marcher pieds nus ou prendre l'apéro. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans, avoir un robot tondeuse c'est surtout une question de confort. Mais maintenant que j'ai fini de le tester et qu'il est validé, je vais l'installer chez ma grand-mère qui n'a plus l'âge de pousser la tondeuse. Et personnellement, je trouve ça bien quand la technologie, elle peut permettre à des gens de rester plus longtemps autonomes. Merci Handbot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos et les liens en description. Et nous, on peut retourner à nos histoires de trous. Bon, on a fait un petit détour par de la botanique, mais déjà je trouve ça assez intéressant. Et puis surtout, ça illustre bien à quel point, quand on perce, la question du matériau et de sa composition au niveau cellulaire, voire atomique, elle est cruciale. Et ça explique aussi en partie pourquoi il existe autant de mèches différentes. Voilà, c'est pas juste pour vous vendre plus de produits. Mais maintenant, revenons à la mèche à bois. Donc on comprend que l'idéal pour un trou vraiment net et propre, particulièrement dans du bois tendre, c'est une mèche 3 pointes. Pour le bois dur, les 3 pointes, elles ne sont pas forcément indispensables. Ça va dépendre de la dureté du bois et du résultat qu'on souhaite. Toutes les démos que je vous ai montrées jusque-là, c'était sur du bois tendre. Et là, je vais vous faire une petite démo avec une mèche qui n'est pas 3 pointes sur du bois dur pour vous montrer que on peut quand même obtenir un résultat correct. C'est pas parfait, mais franchement, c'est quand même pas mal. Alors là, depuis le début de la vidéo, on a parlé que de la tête de la mèche, mais vous allez voir, le reste est tout aussi technique et chaque détail a également son importance. La tête de la mèche, elle va couper et arracher la matière petit à petit et créer des copeaux. Mais ces copeaux, ils doivent être évacués, ils doivent être éloignés des lèvres de coupe. Et le problème, c'est que plus le trou est profond, plus on aura de copeaux évacués, et ça sur une grande distance. Donc ça, c'est le rôle du corps de la mèche, et c'est composé de 2 parties. L'âme, qui est le cylindre central, et autour, les spirales qui forment une rainure autour de l'âme, et qu'on appelle les gougures. Ces gougures, elles forment un conduit tout le long du corps de la mèche, et c'est ce qui va permettre aux copeaux de remonter naturellement pour être évacués. Parce que quand les lèvres elles se déplacent, elles vont créer des copeaux, mais ils vont être éjectés juste derrière les lèvres. Donc après, comment est-ce qu'on fait remonter ces copeaux pour les sortir du trou qu'on est en train de faire? Pour bien comprendre ce qui se passe, je vous ai fait une petite maquette. Donc là, il faut imaginer qu'on est au niveau de la lèvre
de la mèche et donc on va vouloir faire remonter les copeaux. Si notre gougure, elle n'était pas en spirale, mais elle était toute droite. Donc ça, c'est l'idéal pour évacuer rapidement les copeaux parce qu'il y a très peu de distance à parcourir. Mais comment est-ce qu'on fait remonter des copeaux alors que la seule action mécanique, c'est une force horizontale qui est exercée par les lèvres? C'est exactement ce qui se passerait là. La lèvre vient appuyer sur les copeaux qui sont déjà faits en tournant. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie? Eh bien, les copeaux ne remontent pas vraiment vers l'extérieur. Ils sont compressés. Et donc, au bout d'un moment, ma lèvre, elle pourra même plus avancer. Elle va être bloquée par les copeaux qui ne sont pas évacués. C'est pour ça qu'on a des gougures en spirale, parce que ça va permettre d'avoir un mouvement qui n'est pas complètement vertical, mais qui est un peu horizontal, un peu vertical, donc qui est en diagonale. Et donc là, cette fois, ça va ressembler à ça quand la lèvre avance. On voit que les copeaux remontent. Mais là, je ne peux pas pousser plus loin, je ne suis pas bloqué par mon morceau de bois, je suis bloqué par les copeaux qui sont accumulés, qui n'arrivent pas à remonter. Et ça, c'est parce que sur ma maquette, je ne suis pas à l'horizontale, mais je suis quand même très raide, j'ai un angle important. Mais si j'essaye avec une pente plus douce, on va voir ce qui se passe. Et là, cette fois, je peux quasiment aller jusqu'au bout. J'ai encore un petit peu de friction et de copeaux qui sont tassés à ce niveau-là, mais on voit quand même que la majorité est remontée. Donc si on voudrait vraiment pouvoir aller jusqu'au bout et que les copeaux soient jamais compressés, eh bien on peut faire encore une inclinaison plus faible. Et cette fois-ci, je peux aller au bout sans problème, sans forcer. On voit qu'il n'y a pas d'accumulation, il n'y a rien qui s'est comprimé là en bas. On voit qu'avec cette expérience, eh bien l'angle des gougures, donc la pente que doivent suivre les copeaux, elle a vraiment son importance. Alors vous avez vu, ça va beaucoup mieux avec une pente faible, là comme ici de 30 degrés, donc on pourrait se dire, on n'a qu'à faire des mèches avec beaucoup de pente. Mais si on fait ça, on va avoir un autre problème et vous allez vite comprendre. Ici, j'ai deux mèches à bois et on voit que la différence majeure entre les deux, c'est l'angle de la gougure. Ici, là, on a un angle qui est assez faible, alors qu'ici, l'angle est beaucoup plus important. Si je mesure la partie utile au perçage, donc cette partie-là et cette partie-là, on voit que là, j'ai 14 cm et sur celle-ci, j'ai également 14 cm. Donc le copeau qui se retrouve au bout et qui voudrait être expulsé par ici, il a la même distance horizontale à parcourir, 14 cm, mais comme ils doivent suivre la gougure, eh bien la distance va être plus importante. Et pour comparer une durée facilement à distance entre les deux, je vais juste prendre un morceau de ficelle, partir du point d'extraction, faire le tour en passant dans la gougure. Donc ça veut dire que mon copeau, il doit parcourir toute cette distance-là quand il veut sortir. Donc pour rappel, là ça fait 14 cm, mais la distance réelle que le copeau va devoir parcourir, c'est ici 18 cm. Et maintenant, on va voir la distance avec des gougures beaucoup plus inclinées. Donc là, j'ai fait le tour et on voit qu'en reprenant le même morceau de corde, eh bien j'ai encore de la marge, donc la distance est plus courte sur cette mèche-là que sur celle-ci. 4-5 cm de différence. Alors on pourrait se dire que ça n'a pas tellement d'importance, la distance que doit parcourir le copeau avant d'être éjecté. Mais si, ça a son importance, parce que, je vous rappelle, le copeau est éjecté grâce aux lèvres qui vont pousser sur les copeaux déjà faits et qui vont les faire remonter la pente. Mais ça veut dire que le copeau, quand il arrive au bout, il est éjecté parce qu'il est poussé par les lèvres. Donc les lèvres, elles doivent pousser un train de copeaux en quelque sorte qui est plus ou moins long. Donc forcément, si la distance est plus longue, il y a plus de copeaux à pousser, donc il faut plus de force et donc ça peut poser des problèmes au moment de percer. Un autre facteur important, c'est la profondeur des gougures. Parce que plus elles sont profondes, plus il y aura d'espace pour évacuer les copeaux. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas se comprimer tous ensemble, ils auront la place de circuler. Mais par contre, si les gougures sont plus importantes, il y a moins de matière et donc l'âme de la mèche est plus fine. Alors je trouve que sur cette mèche, on voit assez bien la partie gougure et la partie âme. Et on imagine assez bien que si on fait des gougures plus profondes, l'âme va être plus fine. Et là déjà c'est fine. Et le problème c'est que si l'âme de la mèche est fine, eh bien la mèche elle est moins robuste. Et sur des tailles de mèche importantes comme celle-ci, eh bien on voit que la mèche elle est souple quand je fais ça. Donc ça va faire un trou beaucoup moins propre, on aura plus de frottement, ça va être plus difficile de percer. Alors on pourrait se dire qu'on aurait pu faire l'âme plus épaisse pour que ce soit plus rigide, mais du coup on aurait des gougures plus fines. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grande distance à parcourir, là on est quasiment à 40 cm en longueur, beaucoup plus si on suit la gougure, donc le trajet que doit suivre le copeau. Donc si les gougures étaient trop fines, on risquerait que ça s'encrasse, que ça se coince à certains endroits les copeaux et qu'ils ne soient pas évacués complètement par le bout. Donc en fait la gougure idéale, elle dépend de plein de paramètres et notamment de la taille des copeaux qui eux-mêmes dépendent de la longueur des fibres qui varie d'une essence de bois à l'autre,
mais aussi de l'état des lèvres de coupe, de la vitesse de rotation de la mèche, de la pression exercée sur la perceuse et de l'humidité du bois entre autres. Bref, les gougures, c'est une histoire de compromis et généralement, c'est le fabricant qui va calculer la meilleure option par rapport à la longueur de la mèche, son diamètre et le type d'utilisation qu'il recommande. Si jamais les copeaux ne s'évacuent pas ou ils s'évacuent mal, eh bien, ils vont rester bloqués dans les gougures et du coup, les nouveaux copeaux créés par les lèvres, ils ne pourront pas s'évacuer. Ça va créer des frottements supplémentaires et ça pose deux problèmes. Déjà, on aura beaucoup de mal à faire avancer la mèche même en appuyant fort. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si mes gougures sont vides, comme ici sur ce petit tube, eh bien je peux assez facilement l'enfoncer, là ici dans de la farine. Voilà, je vais jusqu'au bout sans problème, sans forcer, ça rentre bien, parce que la matière a une place pour partir. Maintenant, si au lieu de le mettre par le côté ouvert, je mets par le côté bouché, eh bien j'ai beaucoup plus de mal à rentrer et on voit qu'au bout d'un moment ça force parce que ça s'est accumulé, ça s'est comprimé au bout et il y a un moment je ne peux plus comprimer. Et on voit que je ne peux pas aller jusqu'au bout alors que j'appuie beaucoup plus fort que dans l'autre cas. Il se passe exactement la même chose sur la mèche. Si nos copeaux sont bloqués par ici, eh bien les nouveaux copeaux créés par les lèvres vont plus pouvoir s'évacuer. Donc on n'aura plus de place pour la nouvelle matière créée par les lèvres et donc on ne pourra plus avancer et rentrer dans le matériau. Le deuxième problème, c'est que plus de frottement, ça veut dire plus de chaleur. Si jamais vous avez un doute là-dessus, eh bien il suffit de vous frotter le bras. Et vous allez voir que ça chauffe très vite. Et le frottement créé par la mauvaise évacuation des copeaux, ça va provoquer une augmentation de la température de la mèche et ça, c'est pas bon du tout pour plusieurs raisons. Déjà, quand on va approcher les 180 degrés, la lignine qui est contenue dans le bois, vous savez, c'est la colle des fibres, eh bien, elle va se ramollir. Et les copeaux et la poussière, ça va s'agglutiner à cause de cette colle liquéfiée et les copeaux vont se coller entre eux et ça va s'évacuer encore moins bien. Et ça sera encore plus difficile de percer, donc ça va encore plus chauffer et c'est un cercle vicieux. Et puis il y a certains arbres comme les conifères qui contiennent de la résine. Donc c'est différent de la sève. La sève elle sert à nourrir l'arbre alors que la résine elle permet à l'arbre de se protéger des agressions extérieures, notamment par exemple en cas de cicatrice sur l'arbre. Et si en perçant on la chauffe, elle va se ramollir, elle va coller les copeaux entre eux, se mettre sur la mèche et rendre le tranchant des lèvres beaucoup moins tranchant. Alors même avec des très bonnes mèches à bois, on peut se retrouver avec des problèmes de copeaux qui ont du mal à s'extraire. Alors c'est surtout le cas avec des diamètres de mèches fins, parce que les gougures elles ont un volume assez faible et donc les risques de bourrage sont importants. Et puis en plus sur les petits diamètres, on va avoir tendance à appuyer beaucoup trop, donc ce qui laisse pas assez de temps aux copeaux pour s'évacuer. Donc là, on voit bien que les copeaux sont restés coincés dans les gougures. La solution pour éviter ce problème-là, c'est en fait de laisser le temps aux copeaux de sortir et même de les aider à sortir. Donc une solution toute simple, c'est de débourrer, c'est-à-dire qu'on va relever la mèche du bois, même si on n'a pas encore fini le trou, avant de replonger. Et ça va permettre aux copeaux de s'évacuer par le côté, ce qui est beaucoup plus rapide plutôt que d'attendre que le copeau ait fait tout le trajet complet de la gougure. L'idéal, c'est de sortir la mèche à peu près aux 3/4, tout en continuant à la faire tourner, parce que comme ça, la force centrifuge, elle va éjecter les copeaux sur les côtés. En faisant ça, c'est beaucoup plus simple de percer, quel que soit le diamètre, et puis ça va éviter, comme je vous disais, la surchauffe. Et un autre problème majeur d'une mèche qui chauffe, c'est que ça risque de modifier les propriétés de l'acier et des revêtements de la mèche. Elle va donc s'abîmer et devenir moins coupante. Parce qu'en fait, pour rendre l'acier résistant, une des solutions, c'est de le chauffer puis de le refroidir rapidement. Ça va permettre de figer la structure atomique dans un état particulier. Mais si jamais on chauffe à nouveau le métal, eh bien cette structure atomique particulière et donc les propriétés vont changer et donc la résistance de la mèche va être changée. Alors évidemment, on ne va pas faire fondre une mèche et rendre le métal liquide en perçant dans du bois, mais en fait l'augmentation localisée à certains endroits, ça aura quand même un impact important sur la durée de vie de la mèche. On va en reparler plus tard, mais une mèche c'est pas juste de l'acier. Généralement il y a des revêtements par-dessus et donc ces revêtements peuvent être aussi sensibles à la chaleur et se détériorer beaucoup plus vite quand elles chauffent. Donc la priorité c'est toujours de s'assurer que l'outil ne chauffe pas trop et donc pour ça on appuie pas trop fort, on régule la pression et puis on pense à débourrer régulièrement pour évacuer les copeaux. Et d'ailleurs c'est notamment pour éviter la surchauffe des forêts qu'il y a un détail presque imperceptible mais essentiel sur la plupart des mèches, c'est ce qu'on appelle le listel. Comme je vous ai expliqué, on a la rainure qui constitue la gougure et donc il reste une partie là, ici, avec de la matière. À première vue, on dit que cette partie-là, elle a le même diamètre que l'ensemble de la mèche et que ça correspond au diamètre de la mèche. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il en sortent deux parties à ce niveau-là.
Alors c'est pas facile de s'en rendre compte sur une petite mèche, mais avec cette grosse mèche de 40 mm, eh bien, on s'en rend beaucoup mieux compte. On voit que juste au niveau du bord, il y a une petite surépaisseur. Et si je regarde avec mon pied à coulisse, je vois en fait que c'est pas vraiment une surépaisseur, parce que si je prends en compte ces petites surépaisseurs là que je vois, eh bien on est pile au diamètre de ma mèche. Donc en fait, c'est le reste qui est en quelque sorte en sous-épaisseur. Et donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le listel. Et si on regarde au niveau des lèvres, eh bien on voit que la lèvre, ce qu'elle coupe, c'est jusqu'au listel. Ça veut dire que quand on perce, eh bien il n'y a que cette partie-là, le listel, qui est en contact avec les bords du trou qu'on est en train de réaliser. Donc comme le listel il est assez fin, eh bien la surface de contact est très réduite, et donc moins de surface de contact, ça veut dire moins de frottement. Donc ça évite que ça chauffe, on a vu pourquoi c'est important, et puis ça va aussi nécessiter moins de puissance pour percer. Ce listel, on va le retrouver sur la plupart des mèches, mais c'est vrai que pour les diamètres en dessous de 12, c'est parfois un peu compliqué de le voir, on va plutôt le sentir en passant son doigt. Sauf dans le cas où sur certaines mèches, on voit que le listel il est d'une autre couleur. Là, toute ma mèche est noire, et il y a juste le listel qui est un petit peu plus clair, qui est brillant. Et d'ailleurs, on va maintenant s'intéresser de plus près aux matériaux et revêtements qu'on retrouve sur les mèches à bois. On pourrait se dire qu'une bonne mèche, c'est une mèche la plus dure possible. Alors la dureté, c'est bien pour avoir une mèche qui reste tranchante sans s'user et donc qui reste affûtée longtemps. Mais l'inconvénient, c'est que c'est cassant et ça, c'est un vrai problème pour le bois. Parce que le bois, c'est un matériau organique qui n'est pas du tout uniforme. Alors on le voit très bien juste en observant un morceau de bois. Là par exemple, ici on voit qu'on a des nœuds. Il y a deux gros nœuds. Là, on voit bien qu'il y a différentes cernes du bois avec différentes tailles, différentes couleurs. Donc, la dureté de chaque point va être différente. Au milieu d'un nœud, généralement, c'est très dur. On voit par exemple sur ce morceau-là, ici, que juste là, il y a un petit endroit où il y avait de la résine. Là où il y a la résine, c'est quasiment creux, c'est quasiment vide. Quand le forêt il va découper la matière, eh bien, la résistance, elle ne va jamais être constante. Ça va varier en fonction des couches et de la résistance des différents endroits plus ou moins tendres. Donc, la mèche va forcer pour couper le bois. D'un coup, elle va être dans un vide, hop, elle va avancer plus vite, après ça va être plus tendre, elle va avancer à une certaine vitesse, et ainsi de suite. Donc en fait, on va avoir des micros à-coups au moment de percer qui vont s'exercer sur la mèche. Et ça, les à-coups, c'est très très mauvais pour les matériaux qui sont cassants. En fait, on peut imaginer que c'est ce qui se passe un petit peu avec du verre. Alors le verre, c'est très dur, hein, c'est pas du tout souple, c'est très rigide. Si je mets du poids dessus, c'est solide, ça plie pas du tout. Mais par contre, dès qu'on va avoir un choc, eh bien là, ça va se briser facilement. Dans le cas de nos mèches à 3 pointes, les pointes extérieures, elles sont beaucoup sollicitées et en même temps, elles sont très fines. Donc avec un acier trop dur et cassant, elles seraient vite endommagées. Et donc pour les mèches à bois, c'est pas forcément l'acier vraiment le plus dur, le plus robuste qui est le plus intéressant. C'est l'acier qui va être à la fois robuste, mais qui en même temps va éviter que les pointes très fines se cassent, notamment à cause des à-coups dans le bois. Quand on perce des matériaux, la vitesse de coupe, elle est importante. Mais pour le bois, c'est quand même beaucoup moins critique que quand on va percer des métaux. Mais c'est quand même important de comprendre certains concepts. Alors déjà, si on va trop vite, on risque de chauffer. Et comme on a vu plus haut, ça pose plein de problèmes. Mais à l'inverse, si on va trop doucement, on risque d'arracher de trop gros copeaux d'un coup. Le trou sera pas net et les copeaux auront aussi du mal à s'évacuer. On ne va pas profiter de la force centrifuge pour les évacuer, les éjecter. Alors pour du bois, ce qu'on va souvent retrouver comme recommandation des fabricants de forêt, c'est des vitesses qui sont entre 800 et 2500 tours par minute. Ça va dépendre en gros du diamètre du forêt. Plus il est gros, moins on tourne vite. Et aussi de la dureté du bois. Alors pour vous donner une idée, si ça ne vous parle pas trop ces vitesses-là, sur la plupart des perceuses visseuses sans fil comme celle-ci, on a deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2. La vitesse 1, on va être généralement autour de 500 tours par minute. Et la vitesse 2, on va monter entre 1500 et 2000 tours par minute. Suivant comment je vais appuyer sur la gâchette, je vais aller plus ou moins vite. Là, j'appuie un tout petit peu, je suis en vitesse 2. Voilà, je ne suis pas du tout à 2000 tours par minute. Si j'appuie à fond, par contre. Mais si jamais je vais trop doucement, regardez ce qui se passe. Alors déjà, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est intéressant parce que ça fait beaucoup plus d'à-coups. Donc là aussi, c'est pas bon pour la mèche parce que je vous expliquais le problème des à-coups sur les petites pointes qui sont fragiles. Et là, je le sens bien parce que ça fait des gros coups dans la perceuse. Puis surtout, on voit que donc, les copeaux sont évacués quand même, mais on voit qu'il reste vraiment autour du trou parce que pas la force centrifuge pour les écarter. Et si je remonte, voilà, on voit qu'il y en a quand même pas mal de bloqués au début, et que là, voilà, c'est très dur ce que je vous expliquais au début. Et maintenant, à l'inverse, en vitesse max, ce qui est recommandé là. Voilà, alors il reste des copeaux un petit peu, hein, mais beaucoup moins, et puis surtout, voilà, ils sont beaucoup moins coincés.
ils auraient fini par remonter ceux-là. Et on voit aussi que là, ça a projeté sur 20, 30, 40 cm, alors que là, on était resté vraiment très proche. Donc voilà, avoir quand même une vitesse importante, ça aide vraiment beaucoup à l'évacuation des copeaux. Alors là, on a vu les principales caractéristiques des mèches à bois hélicoïdales, donc quand la gougure est en spirale, comme ça. Mais il y a plein d'autres types de mèches à bois pour faire des trous à bois. Alors on va pas rentrer autant dans les détails, parce que sinon cette vidéo elle va durer 5 heures, mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants à savoir. Parfois, on a besoin de faire des gros trous et dans ce cas-là, on peut trouver des grosses mèches hélicoïdales, mais c'est vite très cher et pas forcément adapté. Parce qu'en fait, qui dit gros trou dit beaucoup de copeaux évacués, donc il faut des gougures importantes, mais comme la mèche est grosse, si on veut que ce soit rigide, il faut pas mal de matière quand même, donc le compromis n'est pas évident à trouver. Puis l'autre problème, c'est que quand on va doubler le diamètre de perçage, on va multiplier la surface de frottement. Donc on a besoin de plus de puissance juste pour annuler les frottements, notamment contre les parois. Et c'est pour ça qu'il existe ce genre de mèche plate, et on va s'en servir à partir du diamètre généralement de 12 mm jusqu'à 35, 50 mm. Bon, évidemment, vous comprenez pourquoi ça s'appelle mèche plate, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, il n'y a que ça qui frotte en fait contre les parois. Donc la surface de frottement est vraiment très réduite, alors qu'on est sur une mèche quand même de 35 mm. L'autre avantage que vous devez avoir tout de suite compris aussi, j'imagine, si vous avez suivi le reste de la vidéo, c'est que là, on a beaucoup de place pour évacuer les copeaux. Ils ne vont pas être emprisonnés dans un petit conduit des gougures. Là, il y a carrément de la place, quoi. Alors, le trou est propre sur les côtés. Pourquoi? Parce que si on regarde de près la mèche, on a aussi le système 3 points. On a une grosse pointe pour se centrer au milieu, les petits traceurs sur les côtés pour faire la découpe avant que la lèvre vienne attaquer le bois. Alors évidemment, il y a quand même des inconvénients avec cette forme, ça serait trop beau sinon. En fait, c'est que la mèche, elle va être beaucoup moins stable. Alors une mèche hélicoïdale, elle subit les vibrations à cause du manque d'uniformité du bois, mais la mèche, elle va être maintenue d'une part grâce à la pointe de centrage, mais aussi grâce au corps de la mèche qui va buter contre les parois. Ici, là, si je mets ma mèche dans le trou, elle tient en place. Et donc on voit qu'elle va pas trop pivoter à droite, à gauche, elle va quand même rester dans son trou qui est déjà fait. Mais comme on vient de voir, sur la mèche plate, on a très peu de surface de frottement. Et donc évidemment là, si je le mets ici, on voit que ça tient beaucoup moins, ça va avoir tendance à tomber, aller sur les côtés. Donc moins de stabilité, ça veut dire qu'on aura plus de vibrations et donc ça va être un trou un petit peu moins propre, on aura plus de fibres arrachées, malgré quand même les éperons qui font un bon travail. Alors pour pallier un peu à ce problème, on voit que la pointe de centrage, elle est quand même beaucoup plus longue que sur une mèche hélicoïdale. Et grâce à ça, on a quand même une stabilité au niveau de l'axe, même si ça bouge à droite, à gauche, on va quand même être à peu près centré. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé en détail chacune des mèches pour comprendre ce qui est différentiel. Et puis quand j'ai regardé la mèche plate et que je me suis penché dessus, je me suis dit mais à quoi sert ce trou-là qui est au milieu et qui est sur absolument toutes les mèches plates, que ce soit le premier prix ou le haut de gamme. Alors quand on cherche l'utilité, on va trouver deux réponses. La première, c'est que le trou, il servirait à pendre l'outil sur un crochet, sur un établi, comme on fait par exemple pour les clés. Moi, je ne crois pas à ça, tout simplement parce que le trou est trop petit pour la plupart des clous. Et à moins d'avoir un clou sans tête, l'utilité est vraiment très limite. Donc je ne crois pas trop à cette théorie. La deuxième explication, c'est que ça servirait comme passe-câble. Là, on pourrait accrocher un fil électrique et ensuite le faire passer quand on vient de faire un trou en ayant une espèce de tire-fil rigide. Je ne crois pas du tout à ça. Donc, je me suis lancé dans des recherches, ça m'a pris longtemps, des heures et des heures à fouiller sur l'internet. Et finalement, j'ai commencé à éplucher tous les brevets qui parlaient de la fabrication des mèches plates. Et j'ai trouvé dans plusieurs brevets l'explication que c'était un trou qui était créé au moment de l'usinage de la pièce, quand on la fabrique. Et donc, c'est pas un trou qui a une utilité en soi une fois le produit fini. Alors, j'étais déjà très content de trouver ça, mais j'avais envie de savoir à quel moment du processus de fabrication on a besoin de faire un trou. Pourquoi c'est important au point que absolument toutes les marques, quel que soit le prix, aient besoin de faire ce trou pour créer cet outil. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que l'outil il soit symétrique. Parce que quand on tourne très vite, si l'outil n'est pas équilibré, symétrique, on va avoir des vibrations. Et effectivement, si on regarde, il y a ce côté-là qui est usiné. Et quand on tourne à 180 degrés, on a ce côté-là opposé qui est usiné. Et donc en fait, ce trou, il sert comme référentiel. On va venir poser l'outil dans un espèce de petite pointe, de crochet, usiner cette partie-là, l'outil va se relever, on va pivoter de 180 l'outil et l'outil d'usinage va se rabaisser et faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, des heures et des heures de recherche pour savoir à quoi servait ce trou. Réponse, à pas grand-chose pour nous les bricoleurs.
Un autre type de forêt assez intéressant, mèche Faulkner, on peut aussi l'appeler mèche à façonner. Et donc là, le profil est assez similaire à ce qu'on a déjà vu. On a une pointe de centrage, on a 2 lèvres, ici et ici. Et puis on n'a pas une pointe, mais on a plusieurs pointes. Et on n'a pas des gougures, mais on a un espace qui va nous permettre ici là d'évacuer les copeaux. Alors la différence par rapport à la mèche plate, c'est qu'on a une plus grosse surface de contact sur les bords. Donc ça veut dire plus de frottement, mais du coup plus de stabilité pour faire un trou propre. Et en fait, ce genre de mèche, ça ne sert pas majoritairement à faire des trous qui traversent le morceau de bois, mais plutôt à créer un trou borgne, c'est-à-dire un trou qui ne traverse pas complètement le matériau, et donc qui n'est présent que d'un côté, d'où l'appellation borgne. Donc là aussi, trou propre, grâce aux petits éperons au traceur sur les côtés. En fait, ce genre de trou qui débouche pas, ça peut servir par exemple pour les meubles, pour encastrer les mécanismes d'ouverture typiquement, ou pour incruster une grosse vis à tête plate sans que ça dépasse du reste de ma construction. Si on veut faire des trous de gros diamètre et assez proprement, on va utiliser des scies cloches. Alors comme son nom l'indique, c'est plus proche d'une scie que d'une mèche. Et le principe, c'est qu'on a plein de petites dents qui vont venir découper la matière exactement comme ce qu'on a sur une scie pour scier du bois, une scie going classique. Au final, ça n'a pas grand chose à voir avec une mèche à bois, même si le but c'est aussi de faire un trou. Mais là aussi, c'est toute une science sur le nombre de dents, la taille des dents, l'écartement entre chaque dent. Mais tout ça sera probablement pour une autre vidéo dédiée aux lames de scie. Parfois, sur certaines mèches, comme celle-ci, on va trouver au bout une pointe de centrage qui est en fait une sorte de petite vis. Et en fait, cette pointe de centrage, elle agit comme une vraie vis, c'est-à-dire que quand elle tourne, elle va s'enfoncer. Et j'ai pas besoin de beaucoup appuyer parce que c'est surtout l'avancement de la vis qui va guider la vitesse et qui va tirer l'outil. Alors grâce à ça, on a besoin de fournir un petit peu moins d'effort pour appuyer sur la mèche. Et sur des gros diamètres, quand on fait beaucoup de trous, c'est plutôt un confort qui n'est pas négligeable. Normalement, la vis, elle est conçue pour avoir une avante qui correspond au diamètre du forêt utilisé. Donc ça permet d'optimiser la vitesse nécessaire pour faire le trou. Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne choisit pas vraiment la vitesse d'avancée. Et si notre perceuse, elle n'est pas assez puissante, elle va tout simplement se bloquer. Franchement, quand j'ai commencé mes recherches pour cette vidéo, je pensais pas que ça me mènerait si loin jusqu'à découvrir comment sont organisées les cellules des différents types de bois. Puis surtout, j'ai pas abordé tout un tas de sujets autour des mèches, parce que dans le cas du bois, c'était des sujets qui étaient secondaires, et c'est plutôt important pour les mèches à métaux. Donc évidemment, je vous prépare une autre vidéo dédiée aux forêts métaux pour continuer de découvrir tout ça et de mieux comprendre comment ça fonctionne. Si ce genre de vidéo vous intéresse, j'ai fait il y a quelques années une vidéo complète sur les petits détails de ce genre-là, mais sur les vis, et c'est aussi très complémentaire et très intéressant, donc n'hésitez pas à aller la voir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant je vous dis à bientôt les pingouins!